Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour ce dernier Face aux chrétiens avant la période estivale. Vous savez que Face aux chrétiens est organisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseillère régionale, vous êtes aussi et surtout première adjointe au maire de Paris depuis 12 ans, candidate à votre succession, en tout cas la succession de Bertrand Delanoë, candidate retenue à 98%, un score exceptionnel, mais vous étiez la seule candidate par les militants socialistes, donc vous serez candidate à la mairie de Paris. Vous allez être interrogée par 3 journalistes, Corinne Laurent de la Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot de RCF. Bonjour. Alors, dites-moi, Corinne, Anne Hidalgo, on va parler bien évidemment de l'élection municipale, de la situation politique en France qui n'est pas très brillante. Et vous qui étiez inspectrice du travail, de formation, vous aviez écrit un livre, Travail, la crise de nerfs. Est-ce qu'il ne suffit pas en ce moment de changer un mot et puis de mettre France, la crise de nerfs, quand on voit le taux de nervosité qu'il y a un peu dans le pays ? Oui, il y a une souffrance dans le pays, il y a une crise, il y a de l'angoisse. Je crois que tout ça s'exprime assez fortement. Il y a une forme de pessimisme aussi assez présent, alors qu'en même temps, nous sommes un pays qui a énormément d'atouts, qui a énormément d'énergie. Vous savez, je suis née en Espagne, j'ai la double nationalité, je suis de très près ce qui se passe en Espagne. Et quand je vois les atouts que la France a par rapport à nos voisins européens, y compris par rapport à l'Allemagne, on a une natalité beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne. Et tout cela passe souvent derrière. Alors bien sûr, parce qu'il y a un chômage extrêmement fort, une situation de l'emploi qui mine, une inquiétude, une angoisse pour l'avenir. Donc il y a cette situation très paradoxale où il faut qu'on appuie sur nos atouts, investir dans l'école, dans la recherche, dans l'éducation, dans l'économie d'avenir, protéger. Il faut qu'on garde un modèle très protecteur aussi de ceux qui ne sont pas, je dirais, dans une mondialisation heureuse. Et donc il faut arriver à conjuguer cela. C'est un changement de monde qu'on est en train de vivre. Mais comment vous l'expliquez ? Vous parlez d'angoisse. C'est exact, il y a une angoisse, il y a une nervosité. Mais comment vous l'expliquez ? Il ne suffit pas de dire il y a une angoisse, mais un an après l'arrivée des socialistes, comment vous expliquez cette angoisse ? D'abord, il y a des raisons multiples à cela. Je crois qu'on est en train de vivre un changement de monde, pas simplement une crise de nature économique. On voit bien que tout est bouleversé, la vie politique est bouleversée, le rapport à la politique, le discrédit dont jouit malheureusement aujourd'hui la classe politique. Tout cela suppose qu'on remette ensemble en marche un nouveau modèle. Moi, je suis bien sûr, je soutiens le gouvernement. J'ai envie que ce gouvernement que j'ai soutenu réussisse. En même temps, il y a une situation qui était aussi très dégradée depuis longtemps. Il y a des réformes importantes à faire. Il y a une Europe qui est en panne. Moi, j'en veux beaucoup aujourd'hui à l'Europe. Et je suis une Européenne convaincue, une militante de l'Europe politique et citoyenne et de l'Europe sociale. Mais j'en veux énormément à l'Europe de ne pas prendre, je dirais, la mesure du destin et du projet européen qu'on devrait conduire. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on arrête de considérer que toute dépense qui nous permet de vivre, de nous projeter dans l'avenir, justement de sortir de cette situation très anxiogène pour beaucoup de gens, il faut qu'on investisse dans l'avenir. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de freins, et notamment le frein européen en est un. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Alors, crise de nerfs, bouleversement, des élections partielles qui traduisent justement cette crise de nerfs avec la poussée du Front National. Villeneuve-sur-Lot, le candidat PS est éliminé dès le premier tour. Est-ce que l'étiquette PS aujourd'hui n'est pas une sorte de machine à perdre ? Je ne dirais pas les choses comme ça, mais il y a une vive inquiétude, bien sûr, ce qui s'est passé à Villeneuve-sur-Lot, avec un fond vraiment là, de scandale politique. Ce qu'a fait Jérôme Cahuzac, c'est quelque chose qui était inacceptable, qui bouleverse, en tout cas qui touche profondément la classe politique, même si, heureusement, la grande majorité des élus n'est pas dans cet état d'esprit. En France, on est quand même dans un pays où il y a un
contrôle, où la justice peut faire son travail en toute indépendance, où les médias peuvent révéler ce type d'affaires, enquêter et faire tomber un ministre. Donc il y a des éléments positif dans le contrôle, le contrepoids démocratique qui existe dans notre pays, mais en même temps, il y a cette situation. Alors pour le PS, bien sûr, c'est une situation qui est compliquée, on y réfléchit. Les élections à venir, et notamment les élections municipales, sont des élections intermédiaires, par définition, dans un contexte de politique nationale qui va peser beaucoup. Moi, je pense qu'il y a des réformes très importantes qui ont été engagées par le gouvernement et il faut les poursuivre. Mais je pense aussi qu'il faut donner de l'oxygène, donner un peu d'air. Et en tous les cas, en ce qui me concerne, je considère que la dépense d'investissement n'est pas une mauvaise dépense pour le pays. Il faut qu'on arrête de considérer que la dépense publique, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, serait un frein finalement à la prospérité du pays. Je suis pour qu'on soit très strict sur la dette et que l'on ait vraiment une politique qui vise à résorber la dette du pays. Et en même temps, je pense qu'il faut faire entendre à Bruxelles, ce qui est compliqué avec les dirigeants européens actuels, mais ce qu'essaye de faire François Hollande, qu'on essaye de faire entendre à Bruxelles que le chemin de l'austérité ne peut pas être l'horizon de l'Europe. On le voit bien autour de nous. Anne Hidalgo, très concrètement, vous dites qu'il faut donner de l'oxygène. Ce serait quoi concrètement donner de l'oxygène, surtout avant les municipales, pour ne pas prendre une déculottée aux municipales? Ce serait quoi concrètement? D'abord, je pense qu'il faut s'attaquer à la question de l'emploi, ce que le gouvernement a fait avec les emplois d'avenir, avec des mesures de soutien à l'emploi. Mais on soutient l'emploi, il faut aussi soutenir la création d'entreprises. Je trouve aussi là que les mesures qui ont été prises pour soutenir l'investissement dans le pays, le rôle donné à la nouvelle banque, la BPI, le fait qu'il y ait des milliards d'euros qui aient été mis sur la relance de l'économie, tout ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et là, je vais parler du point de vue de l'élu local que je suis, mais dans une ville quand même comme Paris, qui a un budget de plus de 8 milliards d'euros par an, qui investit énormément. On a investi l'année dernière 1,7 milliard pour construire des crèches, des écoles, des logements, un tramway. Cet investissement-là, ce n'est pas une dépense publique néfaste. C'est une dépense publique qui crée de l'emploi. Les 1,7 milliard qu'on a investis l'année dernière à Paris, ils sont générateurs de 30 000 emplois directs ou indirects. Et cette dépense publique-là, elle génère du service. Donc il faut entendre la parole que les collectivités, notamment les maires des grandes villes, ont eue ces derniers temps, puisque nous portons 70% de l'investissement public en France, les collectivités. Donc il faut entendre ça. Moi, je demande, par exemple, qu'on puisse laisser les collectivités pas dépenser n'importe comment sur des frais de structure qui n'auraient rien à voir avec l'intérêt de nos concitoyens. Mais nos collectivités, aux côtés de l'État, dans la proximité avec nos concitoyens, mettent en œuvre des politiques qui sont ambitieuses sur le plan économique et qui sont également extrêmement protectrices sur le plan social. Donc ça, il faut l'encourager, il ne faut pas le bloquer. C'est un message que je porte depuis longtemps, j'espère, avec d'autres, qu'il sera entendu. Romain Mazenot de RCF, une question. Je voulais revenir un instant à la percée du Front National qu'évoquait Louis. Sur le cas de Villeneuve-sur-Lot, vous avez évoqué l'affaire Cahuzac, mais c'est une tendance peut-être de fond, parce qu'il y a eu la législative partielle dans l'Oise fin mars déjà, où le Front National a failli l'emporter. Alors, est-ce que c'est la fin du Front républicain, comme le disent certains? Et deuxième question, comment vous expliquez que des électeurs socialistes puissent voter Front National au deuxième tour, comme ça a été le cas à Villeneuve-sur-Lot? D'abord, le Front républicain, il doit être là. J'ai entendu, à droite, à gauche, plus que des interrogations, des mises en cause de cela. Je considère, en tous les cas, lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette situation de ne plus avoir de candidat au deuxième tour, le Parti socialiste a appelé, et j'ai appelé à voter pour le candidat de l'UMP. D'abord, on l'a déjà fait. En 2002, chacun a souvenir qu'on a tous appelé à voter pour Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Je pense qu'il faut tenir bon là-dessus. Le Front National, qui essaye de se donner un visage nouveau, qui essaye de louvoyer, parce que c'est ce que fait Marine Le Pen. Le Front National est un parti qui ne s'est pas construit dans les valeurs de la République. Je persiste et signe. Et en plus, mais il faut l'interdire dans ce cas. Il faut l'interdire.
On n'est plus dans cette situation-là et je pense que l'interdiction ne se pose plus aujourd'hui pour Mais il y a le des Front électeurs National. socialistes qui ont voté Front National Alors, au deuxième j'y tour. viens dans un instant. Ouais. Je parle de ce dont est porteur le Front National. Le Front National ne porte pas les valeurs républicaines. Il a un discours de haine, un discours de stigmatisation de l'autre qui n'est pas compatible, je le dis très clairement, avec les valeurs de la République. Et ça, il faut que les partis qui, eux, sont construits dans les valeurs de la République le disent haut et fort, continuent à le dire et ne soient pas ébranlés dans cette conviction-là. Ensuite, il y a des électeurs qui effectivement sont allés voter, et notamment des électeurs de gauche, mais peu importe d'où qu'ils viennent, qui ont voté pour le Front National, soit un vote pour certains protestataires, soit pour d'autres un vote considérant que de toute façon la classe politique serait pourrie dans son ensemble et qu'il faudrait essayer cette voie-là. Mais cette voie-là, moi ce que je dis à ces électeurs, je respecte tous les électeurs, mais ce que je leur dis c'est que c'est sans issue, c'est le mur assuré, c'est le mur assuré, c'est l'affrontement, c'est un pays qui ne fait plus part au vivre ensemble, qui est important et qui est au cœur des valeurs républicaines. Corinne Laurent, de la Croix. Oui, vous voyez bien qu'à peu près 15% des électeurs dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot n'ont pas voulu trancher entre le candidat de l'UMP et celui du Front National. Ils ont souhaité aller voter, mais ils ne se sont pas exprimés, ils n'ont pas voulu trancher. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce Front républicain tient toujours Non, aujourd'hui ? bien sûr que non. Non, je suis d'accord avec vous. Ce Front républicain est ébranlé. J'ai entendu des déclarations à notre gauche, j'ai entendu des déclarations à droite qui sont des déclarations, moi, qui me posent un énorme problème. Je le dis et je le redis. Bien évidemment, je suis vraiment très très loin de la philosophie de l'UMP et l'UMP a introduit dans ses propres débats tous les ingrédients pour que ce Front républicain puisse être mis en cause. Parce que les polémiques auxquelles on a assisté sur le pain au chocolat, voilà, chacun les a bien en tête. Le débat, le grand débat sur la soi-disant identité nationale qui en fait conduisait à opposer les Français entre eux, n'ont pas facilité les choses pour une partie de l'électorat, je pense notamment à gauche, qui se dit non, ce qu'ils sont en train de faire de toute façon chez eux ne peut pas nous permettre de nous retrouver sur un front républicain. Je crois qu'il faut absolument que ce front républicain tienne, soit exprimé. En tous les cas, moi, je serai toujours de ce côté-là. Bien évidemment que voter pour un candidat UMP, ce n'est pas la vocation de quelqu'un de gauche et en plus de l'élu que je suis. Mais lorsqu'il y a danger et menace de porter au pouvoir le Front National, il n'y a pas d'autre issue possible. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Encore Une sur question. cette thématique du Front républicain, est-ce que ce n'est pas le plus mauvais service que vous rendez au système politique? Parce que ça tend à considérer que finalement les candidats sont interchangeables d'une certaine façon et que les partis qui dominent aujourd'hui le débat public eh bien, ne se distinguent pas vraiment entre eux. Donc c'est un combat un peu d'arrière-garde, ce n'est pas la solution Je ne crois à une pas. sortie du conflit. Je ne crois pas que le fait de faire référence aux valeurs républicaines soit un combat d'arrière-garde. Ce combat-là, il est toujours présent, il est toujours devant nous. Et il ne s'agit pas de dire que les candidats sont interchangeables. J'espère que vous allez me poser des questions sur mes propositions pour Paris, qui sont quand même très différentes de celles de mon adversaire de l'UMP. Et on n'est pas dans cette situation-là. Il ne s'agit pas de dire que sur nos programmes économiques, sociaux, il y aurait des éléments interchangeables. Non, ce sont les valeurs de la République qui sont en cause. Et quand les valeurs de la République sont en cause parce qu'on a affaire à une formation politique très habile, hein, ça, je le concède volontiers, très habile, qui essaye de cacher d'où elle vient, ce qu'elle est et ce dont elle est porteuse, mais qui ne porte pas les valeurs de la République, là-dessus, il n'y a aucune ringardise à défendre les valeurs de la République. En tout cas, moi, je continuerai à le faire. Romain Mazneau, RCF. Vous parliez de votre déception vis-à-vis de l'Europe tout à l'heure. Quand on entend Arnaud Montebourg dire que José-Manuel Barroso est le carburant du Front National, on se demande quelle va être la ligne politique du PS aux européennes, parce qu'on entend François Hollande dire qu'il est contre l'austérité à la grecque ou à l'espagnole, mais il n'est pas non plus pour une politique de relance. Vous parliez aussi... Vous parliez d'un modèle protecteur pour la France. Oui. Est-ce qu'il faut aussi, justement, modèle protecteur? Est-ce que ça veut dire protectionnisme
laxisme aux frontières de l'Union européenne aussi? D'abord, je ne suis pas pour que l'insulte, l'injure s'invite dans le débat public. Manuel Barroso n'est absolument pas quelqu'un qui aujourd'hui porte l'Europe. C'est quelqu'un qui est en train de provoquer des dégâts incommensurables. Dans le rêve européen, dans l'idéal européen, lui et d'autres, il n'est pas tout seul, il est sans doute le symptôme d'une absence de réflexion, de mobilisation politique des Européens pour l'idéal de l'Europe. Pour moi, l'Europe reste un idéal et je suis profondément européenne. Mais incarnée par des personnalités comme M. Barroso qui se sont enfermés dans une logique et qui veulent enfermer les peuples dans une logique selon laquelle l'austérité, cette voie unique serait la seule issue possible. On le voit bien, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal et d'une certaine façon, et heureusement qu'on a un gouvernement et des collectivités qui protègent en France et qui ont une autre approche, on voit bien qu'il n'y a pas de possibilité de sortir par cette voie de l'austérité. Je le redis, c'est un drame. On est en train de mettre des peuples à genoux par rapport à des dogmes. Si l'Europe jouait son rôle, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle se lancerait dans une politique d'investissement fort pour l'éducation. Il y a 120 milliards. Des grands travaux, comme disait Delors en son temps. Mais pas des grands travaux pour rien. Il ne s'agit pas de jouer au sapeur camembert. Il s'agit au contraire de se dire il y a des besoins en infrastructure, il y a des besoins en éducation. On sortira par le haut, par le niveau d'éducation de la population européenne. Il y a, par exemple, des secteurs très très importants de l'économie. À Paris, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'assume la spécialisation de Paris dans l'économie numérique. Vous ne croyez pas qu'il pourrait y avoir, au niveau européen, un soutien extrêmement fort à cette activité dans laquelle l'Europe, la France, mais d'autres pays européens peuvent être leaders? C'est en cela que l'Europe devrait jouer son rôle et non pas considérer que finalement, c'est simplement à partir d'une approche strictement budgétaire et comptable qu'on va fournir aux Européens les clés de leur avenir. Non, non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Et je pense que là, le ras-le-bol qu'on voit s'exprimer partout en Europe et aussi en France est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Corinne Laurent, Delacroix. Oui, pour revenir à l'état de nervosité du pays, on a assisté à des violences lors du sacre du PSG, à des manifestations qui dérapaient, à une exposition luttant contre l'homophobie dont les photographies ont été lacérées. Comment expliquez-vous ces phénomènes ? Je pense que tout n'est pas forcément à mettre en pas relation. De lien, mais... Voilà, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a une exaspération et un mode d'expression qui passe souvent par la violence. Chacun a une responsabilité. Je pense que si je prends la responsabilité des politiques, je l'ai souvent dit ces derniers temps, quand les politiques eux-mêmes se permettent des mots qui sont de l'ordre de la violence, eh bien, derrière, la violence des actes est toujours possible, puisque les mots autorisent des actes. Voilà, je suis très lacanienne en disant cela, mais je pense que oui, les mots précèdent la pensée et ça précède aussi les actes. Donc, je pense que, par exemple, quand le débat politique atteint des niveaux d'injures, de mise en cause, ce que je vois parfois à l'Assemblée nationale, une espèce de violence, de crispation qui s'exprime à partir d'hommes et de femmes politiques qui devraient être, je ne dis pas dans une retenue, mais qui devraient avoir conscience de leurs responsabilités, ça autorise beaucoup de choses. Il y a sans doute aussi à se poser des questions sur le travail des médias. Je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer ce qui se passe, bien au contraire, et heureusement qu'on a des médias indépendants qui montrent cela. Mais en même temps, se poser des questions de nature déontologique et éthique me paraît quand même être une des clés pour résoudre ce problème. Merci, nous marquons une très courte pause et nous retrouvons Anne Hidalgo dans un court instant. Nous reprenons cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec Anne Hidalgo, qui est conseillère régionale, première adjointe au maire de Paris et candidate
à la mairie de Paris. Elle est interrogée par Corinne Laurent de La Croix, par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler de Paris parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, Anne Hidalgo. Notamment, regardez, dans les grandes villes, les gens s'ignorent de plus en plus. Se parlent peu. Comment un maire, et si vous êtes maire un jour, comment créer du lien social? Comment faire en sorte que les gens se parlent, se connaissent et vivent ensemble un peu mieux? C'est une très très belle question et je crois que c'est la question cruciale justement du rôle d'un maire. Dans une ville comme Paris, il y a à la fois des gens extrêmement différents. On a toutes les nationalités, toutes les religions, tous les âges. C'est une ville jeune, hein, Paris. C'est moyenne d'âge de 38 ans. On a 300 000 étudiants, beaucoup d'étudiants étrangers. On est une ville où il y a beaucoup d'enfants. Hein. Il y a un retour des familles à Paris. Et donc, comment faire en sorte que tout ce monde-là ne soit pas simplement dans une cohabitation, ne se croise pas. À la fois, il y a aussi chez les habitants, chez les citoyens par exemple d'une ville comme la nôtre, une envie de rencontre et de partage. Donc c'est à nous d'organiser un peu cela, pas forcément de façon stricte, mais on peut organiser l'espace public, par exemple, pour que l'espace public soit beaucoup plus un lieu de partage et moins anxiogène. Ce qu'on a fait avec les aménagements de la place de la République en rendant cette place aux piétons, ce qu'on a fait avec les voies sur berge, en reconquérant les quais de Seine, c'est créer des espaces où la rencontre est possible dans un cadre qui ne soit pas lui-même anxiogène et qui permette à chacun de vivre son, je dirais presque son moment à côté et avec les autres. Et puis, il nous faut aussi accompagner beaucoup d'énergie qui se déploie dans la ville. Moi, je suis fascinée par le nombre d'associations que l'on a à Paris, qui sont incroyables. Des associations, par exemple, à Belleville. Hein. Belleville, c'est quand même un quartier qui est le quartier dans lequel on arrive souvent dans Paris quand on vient de très loin dans le monde. Hein. C'est un quartier totalement cosmopolite, toutes les immigrations, toutes les strates vraiment sont passées à un moment donné par Belleville. Et aujourd'hui, il y a par exemple une accorderie, une association qui s'est créée avec les habitants de Belleville, que nous soutenons en tant que mairie, et qui permet d'échanger des services. Et on a une personne qui va pouvoir échanger un service de couture avec quelqu'un qui va pouvoir échanger un service sans le faire payer, d'informatique. Et ça crée un lien extraordinaire. Donc il faut à la fois organiser l'espace et en même temps accompagner toutes ces énergies. Je pense à des grosses associations aussi comme Emmaüs, je pense également à Aurore, qui sont des très grandes associations qui permettent justement aussi ces rencontres. Romain Masneau de RCF. Alors, vous avez lancé auprès de vos amis une consultation dans le cadre de votre association Osez Paris. Vous avez reçu, je crois, 1 millier de contributions. Oui. Et vous avez dit vouloir reprendre les idées de social clubs et de speakers corner, si je me souviens bien. Oui. On voit que les anglicismes ont la cote. Alors, de quoi les Français, s'il vous plaît, monsieur Masneau. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont les autres idées innovantes qui ont retenu votre attention? Alors ça va justement dans ce sens de la rencontre, dans un univers très cosmopolite où on est tous très différents, mais où il y a un attachement à Paris. Les Speakers Corners, ça c'est une proposition qui vient notamment de Grande-Bretagne, de Londres, où il y a des lieux qui sont prévus pour qu'on puisse venir exercer son art oratoire et exercer aussi une parole de conviction sur les autres. Et donc, soyons sérieux, c'est gadget. Alors, non, mais il me pose ces questions-là, mais heureusement, mon projet, je reviendrai sur mon projet. Mais les autres idées de cette consultation. C'est gadget, mais c'est très révélateur, justement, de ce besoin de rencontrer l'autre et comment l'espace public peut l'organiser. Et les social clubs, moi, je souhaite des lieux intergénérationnels dans chaque quartier qui puissent être justement des endroits où on vient, où on peut avoir accès à la presse, où on peut venir avec ses enfants ou ses petits-enfants. Mais mon idée,
idée sur Paris, ma vision, parce que avant de parler des propositions plus concrètes, Paris est une ville-monde. C'est une ville qui est puissante. C'est une ville qui est très attractive, qui a retrouvé son attractivité au niveau international. Nous sommes dans le top 5 des grandes métropoles mondiales, avec New York, avec Londres. Et il faut que Paris continue à attirer toute la création artistique, recherche, entreprise du monde entier et qu'on joue ce statut de ville-monde. Pour ça, il faut justement investir dans son économie, accompagner. On le fait par exemple avec tout l'investissement dans les pépinières, les incubateurs d'entreprises. On le fait en investissant dans nos infrastructures de transport, de logement, d'équipements nécessaires. Donc Paris doit être cette ville-monde puissante. Et je veux que cette puissance de la ville-monde soit mise au service d'une ville bienveillante, c'est-à-dire d'une ville dans laquelle on protège ceux qui ne vivent pas au rythme de la ville-monde. Et ils sont nombreux. Il y a les enfants, il y a nos aînés, il y a les personnes qui ont eu des accidents de la vie, il y a des personnes en situation de handicap. Et je veux qu'on arrive à conjuguer, ce qui n'est pas pour moi opposable, la puissance de la ville-monde de Paris avec la capacité de cette ville à être bienveillante avec ses habitants. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Je vais un peu être caricatural. Vous avez dit tout à l'heure, c'était hors antenne, mais on se permet de le répercuter. Sûr, vous avez vu les Antillais, vous avez vu des Chinois. Vous avez une approche communautaire déjà de la sociologie parisienne. Ça sera ma première question. Et ma seconde question, pour être vraiment caricaturale, on a l'impression que Paris, ce sont des personnes âgées, des Portugais qui tiennent encore des loges, et des personnes qui vivent de l'assistance des HLM, etc., de l'immigration, par exemple, qui viennent dans Paris, et des bobos parisiens. On a l'impression qu'il y a ces 4 catégories un petit peu. Ça, c'est caricatural. Voilà. Oui, mais j'aimerais savoir si la sociologie... Une réponse à la caricature. La première sur l'approche communautaire et la seconde sur la sociologie parisienne. Approche communautaire, non. Vous savez, il y a une très belle phrase de Sacha Guitry qui disait « Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître ». Et Paris est une ville dans laquelle beaucoup de gens sont venus et ils sont nés une deuxième fois. De tout temps, c'est pas nouveau. Paris est une ville cosmopolite, c'est une ville qui attire les influences et toutes les immigrations intellectuelles, artistiques, économiques. Et cette fonction-là de Paris, comme ville-monde, c'est une fonction que j'assume et qui apporte sa richesse à Paris. D'ailleurs, toutes les grandes villes-monde sont des villes cosmopolites. C'est pareil à New York. Non, mais voilà. Ensuite, est-ce que cela génère du communautarisme ? Dans le modèle anglo-saxon, il y a effectivement des quartiers ciblés et une approche communautariste qui d'ailleurs n'est pas critiquée, elle fait partie de leur modèle. Moi, je suis radicalement dans une approche républicaine. C'est-à-dire que je considère qu'on peut être fier de ses origines, bien sûr, il faut être fier de ses origines. Il faut être fier de sa culture d'origine et il faut mêler cette fierté de sa culture et de ses origines à celle du pays et de la ville qui vous accueille. Et donc, je n'ai pas une approche communautariste et je pense que les Parisiens ne sont pas... Sauf que vous allez voir les Chinois et les Antillais. Mais pas tout seul, bien sûr, mais que les Antillais de Paris aient envie, avec d'autres, parce que heureusement, ils ne sont pas qu'avec les Antillais, d'exprimer la force, la vitalité et mêler la culture dont ils sont porteurs à ce qui se passe ailleurs et qu'il y ait des influences, par exemple de la musique des Caraïbes avec la musique électronique. C'est ça Paris, c'est ça que l'on fait en travaillant avec l'ensemble de ces composantes de la société parisienne. Idem, je parle de la communauté chinoise ou de cette composante asiatique de ce qu'est Paris, dans des quartiers, le 13e ou à Belleville. Vous savez, depuis des années... Le Sentier, aujourd'hui. Le Sentier. On soutient, par exemple, le Nouvel An chinois. Moi, je suis frappée quand on fête le Nouvel An chinois dans les associations, qui sont les associations artistiques, culturelles, qui dansent, qui font la danse du dragon et plein d'autres choses autour. Eh bien, on trouve plein d'enfants qui n'ont rien à voir avec une origine asiatique, mais qui sont attirés par cette culture-là. C'est en cela que je reconnais la force de ces cultures, mais ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, et là où je vois le rôle de mère que j'aimerais être, c'est de mêler cela et de ne pas faire en sorte que chacun resterait entre soi. Paris n'est pas une ville pour l'entre-soi.
Corinne Laurent de la Croix, une question. Oui, vous êtes associé au bilan de Bertrand Delanoë, vous portez ce bilan. Comment entendez-vous prendre votre envol, recréer du rêve après cette expérience, et quelle ville vous rêvez peut-être pour les 6 à 10 ans à venir? D'abord, le bilan, j'y suis totalement impliquée et associée. J'ai été auprès de Bertrand Delanoë, première adjointe depuis 2001. À partir de 2008, j'ai pris en charge l'urbanisme et l'architecture, c'est-à-dire toute la transformation du visage de Paris, je la porte. Donc ce bilan, je l'assume. Mais c'est parce que justement, il y a ce bilan, parce qu'on a pu faire les transformations qui ont été faites à Paris. Vous savez, il y a 10 ans, il n'y avait pas de tramway. Il y a 10 ans, parler de ville dans la transition écologique, c'était quelque chose qui n'existait pas. Il y a 10 ans, Vélib et Autolib n'existaient pas, c'est-à-dire ce mode de déplacement n'était absolument pas favorisé. Il y a 10 ans, on était à 13% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est à 20%. Bref, toutes ces transformations me permettent d'envisager une nouvelle page. Et cette nouvelle page, c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure en disant c'est la ville-monde. Je pense que cette ville continue à avoir un message, une attractivité extraordinaire. Je participe beaucoup, vous savez, au travail dans l'association des maires du monde et notamment avec les grandes villes, les grandes métropoles mondiales. Je vois l'attractivité de cette ville, mais en même temps, notre singularité, par exemple, par rapport à Manhattan, c'est que nous ne sommes pas une ville dans laquelle il n'y a que des célibataires, il y a des enfants, et il y a des personnes âgées. Et tout cela, ça rythme aussi, ça doit rythmer notre ville. Anne Hidalgo, vous parlez souvent du logement, mais on sait que les prix de l'immobilier à Paris sont complètement fous. Que peut faire un maire? Que pouvez-vous faire, vous, si vous êtes maire de Paris, pour faire en sorte que ça ne soit pas quand même une courbe complètement folle pour les prix de l'immobilier? J'en fais ma priorité, le logement pour le mandat prochain, c'est les Parisiens. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut continuer, bien sûr, à produire du logement social. Nous sommes aujourd'hui à 20% de logements sociaux. La nouvelle loi de Cécile Duflot dit 25%. Nous serons à 25%. Ça, je m'y engage. Vous allez le mettre dans le 16e ? Bien sûr, et aussi dans le 16e, même si aujourd'hui nous avons des recours qui font que nous bloquent 400 logements magnifiques à la porte d'Auteuil. Mais bon, voilà, il faut être généreux et pas toujours de la générosité du côté du maire du 16e. Mais bon, donc construire du logement social, continuer là-dedans. Mais à côté de cela, il faut vraiment générer une offre de logements intermédiaires, c'est-à-dire de logements pour les classes moyennes, pour les jeunes actifs qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver sur le marché. Les prix sont prohibitifs sur le marché privé. J'ai engagé une réflexion, un travail avec le secteur privé de l'immobilier, du bâtiment. Je les ai réunis il y a déjà quelques mois. Je les reverrai en septembre pour les mettre aussi face à leurs responsabilités. Et ils sont plutôt allants en ce domaine. C'est-à-dire, il nous faut aujourd'hui, à côté de l'offre de logement social, générer aussi une offre de logement privé intermédiaire. J'ai identifié une capacité de production de 10 000 logements par an à Paris, tout confondu, social et pas social. En mobilisant le foncier disponible, il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même un petit peu, en transformant les bureaux en logements, en allant chercher des logements vacants que les propriétaires ne souhaitent pas louer aujourd'hui et en travaillant sur les freins à cette location. Ceux de l'église qui sont vides, paraît-il? Les bâtiments de l'église à Paris sont vides? Pas tous. Nous dit Cécile Duflot. Oui, je ne l'ai pas vérifié à ce point-là, mais on travaille bien avec le diocèse de Paris, justement, sur la dynamique foncière de Paris. Et on arrive quand même à trouver toujours des solutions pour les accompagner dans leurs projets. Pas très loin d'ici, il y a une maison pour des sœurs qui ont travaillé à l'international, qui est en train de se conduire, et je les ai accompagnées dans ce projet-là. Pas très loin d'ici non plus une clinique avec des sœurs qui ont souhaité avoir un agrandissement de cette clinique. Bref, on travaille plutôt bien et en bonne intelligence, mais il y a beaucoup de logements vacants à Paris, il y a environ 200 000 logements vacants. Sur le neuf, Anne Hidalgo, par exemple, l'hôpital Lennec, je crois que ce qui se construit à l'hôpital Lennec, c'est 28 000 € le mètre carré.
Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre. Alors, non, à l'achat. d'abord, sur la ENEC, ce que nous Qu'est-ce avons... que peut faire la mairie de Paris là Alors, il y a deux choses. D'abord, vous avez raison, tout n'est pas entre les mains de la mairie de Paris. Je suis pour un encadrement des loyers. Voilà, je suis pour que... Mais là, c'est de l'achat. C'est à l'achat. Attendez, face à cette situation dans laquelle, effectivement, il y a une explosion des prix de l'immobilier, je suis pour qu'il y ait, effectivement, de l'encadrement, de la régulation des loyers. Il y a, effectivement, à la ENEC, des logements sociaux aussi, hein, parce que c'est un projet qu'on a porté de longue date, qui a reçu beaucoup d'opposition, mais il va y avoir plus de 120 logements sociaux, des équipements publics. Donc sur l'achat, sur le coût du foncier, Paris, la ville, ne peut pas acquérir la totalité du foncier. En revanche, on est en train de réfléchir et de mettre en place, essayer de mettre en place des modèles nouveaux dans lesquels le prix du foncier pourrait être gelé et ne compterait dans le coût du logement que la production de ce logement, quitte à imaginer des systèmes comme ça existe à Londres, où on est dans des baux de très très longue durée, de 90 ans, en ce qui concerne le foncier, le terrain. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives de cette nature qui sont à l'étude. Il y a aussi, par exemple, la possibilité pour les assurances, les banques, qui étaient des gros propriétaires fonciers institutionnels, qui ont vendu à la fin des années 90, souvent à la découpe, de revenir, de réinvestir dans le logement intermédiaire à Paris et de pouvoir effectivement faire cette offre de logement à des prix abordables. Romain Mazenot de RCF. Le Grand Paris est devenu un serpent de mer dans lequel il est parfois difficile de s'y retrouver pour le grand public. Alors, Oui. Le texte du gouvernement sur la métropole parisienne en est à une étape importante puisqu'il va être débattu à l'Assemblée mi-juillet après avoir été rejeté au Sénat. Il y a des élus socialistes qui sont pour la fusion des départements de la Petite Couronne et de Paris. Vous n'y êtes pas favorable, je crois. Pour quelles raisons? Non, d'abord, moi, sur ce sujet-là, nous sommes au pied du mur, hein, sur le Grand Paris, et je me mobilise beaucoup pour qu'on ait effectivement à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu un échec au Sénat, à l'Assemblée nationale, un texte qui instaure une instance de gouvernance métropolitaine. Je me bats énormément pour ça, parce que par rapport à la question du logement, c'est crucial. Si on veut produire les logements nécessaires pour notre métropole, hein, et là, bon, il y a un débat sur c'est quoi le périmètre de la métropole, est-ce que ce sont les départements de la Petite Couronne plus Paris, ou est-ce que c'est un peu plus grand? Moi, j'avais plutôt tendance à dire c'est un espace un petit peu plus large de 10 millions d'habitants. Ceci étant, si on peut arriver à trouver un accord sur le fait que le périmètre de la métropole, c'est environ 6-7 millions d'habitants dans l'ancien département de la Seine, ça me va très bien. Je suis pragmatique, je veux qu'on avance parce qu'il faut produire rapidement du logement à cet endroit-là. Donc je suis très volontariste et je veux qu'on dépasse les égoïsmes. Il y a des égoïsmes territoriaux absolument incroyables. Des maires qui refusent le logement social, qui nous expliquent qu'il faut garder et protéger le caractère résidentiel de leur ville. Personne ne veut attaquer cela. Mais il faut que tout le monde s'y mette si on veut résoudre la crise du logement, qui a aussi des effets Vous voulez du logement économiques. social en bas du parc de Saint-Cloud, par exemple? Moi, je veux du logement social partout et du logement pour tous, hein, parce que c'est du social et de Donc on va l'intermédiaire. prendre sur des espaces verts de Non, l'Ouest mais parisien non. pour mettre du logement Mais social non, et de la diversité. Mais non, là, tout ça est protégé. Vous savez très bien qu'on ne peut pas Non, mais ça serait construire. votre intention? Mais non, pas du tout. Moi, je suis pour qu'on protège les espaces verts là où ils sont. Mais en revanche, qu'il y ait il y a beaucoup de fonciers disponibles partout dans Paris, un peu moins, mais dans la Petite Couronne, en tous les cas sur cette zone dense, c'est là qu'il faut construire. Donc, je suis très volontariste. Sur la question de la suppression des départements, je pense qu'on y viendra à terme. Voilà, on y viendra à terme. Vous savez, Paris est déjà ville et département. Donc, voilà. Mais le but, c'est d'attaquer la forteresse, quand même, UMP des Hauts-de-Seine. Non, le but, c'est Quand de même. produire du logement et d'être efficace pour nos concitoyens. Il y a effectivement une forteresse UMP des Hauts-de-Seine qui de mutualiser la richesse de ces Hauts-de-Seine qui sont... s'obstine à ne pas vouloir partager et à ne pas vouloir être solidaire avec les autres. Je l'ai encore entendu hier avec le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, puisque j'étais auditionné, lui aussi, à l'Assemblée nationale par la Commission des lois sur ce très beau projet. Eh bien, nous allons marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et dans un très court instant, nous retrouvons Anne Hidalgo pour continuer, bien évidemment, à parler de Paris et de l'élection proprement dite. À tout de suite.
Nous reprenons ce Face aux chrétiens avec Anne Hidalgo, qui est première adjointe au maire de Paris, candidate à la mairie de Paris. Elle est interrogée par 3 journalistes, Corinne Laurent de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons continuer à parler de Paris parce que j'ai envie de vous poser une question, Anne Hidalgo. Vous êtes candidate dans le 15e arrondissement, là où vous étiez candidate, mais vous avez déjà été battue 2 fois dans cet arrondissement. Si vous êtes battue une 3e fois, est-ce que vous pouvez être tout de même candidate à la mairie de Paris? Ça ne ferait pas un peu désordre? Non, pas du tout. D'abord parce que l'élection du maire de Paris est une élection qui procède, comme tous les maires de France d'ailleurs, des conseils municipaux. Et le conseil municipal de Paris, il est composé à partir des élus de chaque arrondissement. Donc non, absolument pas. C'est un signe pour moi, c'est comme ça que je fais de la politique. Alors je sais bien que d'autres considèrent qu'il faut aller de case gagnante en case gagnante. Moi, j'ai envie de faire progresser mes idées. Ce que j'ai fait, vous savez, quand je me suis présentée la première fois dans le 15e, en 2001, la gauche était battue à 25% et éjectée à la fin du premier tour. Bon, j'ai conduit l'équipe de gauche à 40% la première fois que je me suis présentée. On était à 47,35% en 2008. Voilà, je suis dans la fidélité aux électeurs et à cet arrondissement qui m'a accueilli quand je suis arrivée à Paris, un arrondissement que j'aime. Alors je dis souvent, les électeurs du 15e ne m'ont pas encore fait une confiance majoritaire, mais je les aime quand même. Voilà. Et je continue à me présenter devant eux. Corinne Laurent de La Croix. Prolongement de la précédente question, est-ce que vous ne craignez pas que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la candidate de l'UMP, vienne vous défier dans votre propre arrondissement? Ah, mais qu'elle vienne, qu'elle aille où elle veut. Moi, je constate qu'elle a quand même un petit problème que je n'ai pas. C'est qu'elle a du mal à se dire où elle va être candidate, parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'elle annonce une destination, il y a un comité d'accueil. Donc, je la laisse aller où elle veut. Moi, vous savez, je porte d'abord une culture politique, une culture démocratique. Ça, je crois que les Parisiens le savent. J'ai autour de moi un rassemblement très très large et donc qu'elle aille où elle pense aller. Moi, j'ai décidé depuis très très longtemps, depuis ma première élection, j'ai considéré que ma fidélité au 15e était quelque chose qui n'était pas négociable. Ça fait partie de mon engagement politique et de la façon dont j'ai envie d'être dans ma relation aux citoyens. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Sur le côté, on vous a entendu sur ce discours ville-monde, écologie, numérique. Vous êtes quand même sur un terrain extrêmement proche de celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je n'ai pas sur la encore question de entendu l'écologie du numérique. ni ses propositions. C'est volontaire de se situer sur ce discours-là? Non, c'est pas parce que Mme Kosciusko-Morizet a été ministre, je crois, du numérique, mais regardez le bilan. Et à Paris, heureusement qu'on n'a pas compté à l'époque sur le gouvernement auquel elle appartenait pour développer le numérique, sinon on ne serait pas dans la situation justement d'être devant Londres dans ce domaine. Et en matière d'écologie, quand je regarde le bilan du gouvernement auquel elle a appartenu dans cette responsabilité-là, c'est justement au moment où la France a pris le tournant de l'appui au tout diesel, dont on sait que c'est quelque chose d'extrêmement nocif pour la santé de nos concitoyens et que nous sommes un contre-exemple partout en Europe pour avoir suscité et poussé, y compris les constructeurs automobiles, à faire du diesel, là où partout en Europe, on avait tourné cette page-là parce que la certitude aujourd'hui des dangers pour la santé publique est sur la place. Donc je laisse chacun à son bilan et à son héritage. Le mien, je peux l'assumer, le sien, on verra. Mais en ce qui concerne ces thèmes-là, ce sont des thèmes très importants. Je les porte depuis longtemps. Vous savez, d'abord, constat de ce qu'est Paris. Et puis, je pense que Paris, les grandes villes, ont une responsabilité en matière d'écologie et en matière d'écologie urbaine parce que nous sommes des lieux qui produisent beaucoup d'effets de serre, parce que nous sommes des lieux où il y a de la pollution atmosphérique et que ça génère des risques pour nos habitants. La moyenne de vie d'un Parisien est de 6 à 8 mois inférieure à celle de quelqu'un qui n'habiterait pas dans une zone soumise à une forte pollution, notamment liée aux particules diesel. Romain Masneau de RCF. Vous dites que vous êtes une rassembleuse, mais vous n'avez même pas réussi à rassembler les écologistes parisiens sur votre liste. Ils partiront a priori sous leur propre couleur. Est-ce que
c'est un mauvais signal, c'est une mauvaise manière des écologistes qui siègent pourtant dans la même majorité municipale? Non, d'abord j'ai beaucoup autour de moi, hein, déjà dans mon équipe, des membres d'Europe Écologie Les Verts, qui sont toujours membres d'Europe Écologie Les Verts et qui sont avec moi et qui me soutiennent dès le premier tour. En ce qui concerne la liste que conduira Christophe Najewski, moi je respecte tout à fait. Hein. Je sais une chose, c'est que eux comme moi, nous avons envie que Paris continue à être animé, impulsé, dirigé par une équipe progressiste, écologique. Voilà. Et je sais que nous nous retrouverons à tout le moins au deuxième tour. Donc voilà, je suis rassembleuse. S'ils veulent venir avant, s'ils estiment avant le premier tour qu'il y a matière à dialoguer ensemble pour venir et constituer une liste ensemble dès le premier tour, j'y suis bien sûr ouverte, mais c'est à eux de le décider. Moi, je suis ouverte à cela. Corinne Laurent, La Croix. Oui, quelle raison de les nourrir pouvez-vous justement donner aux écologistes pour qu'ils vous rejoignent, ainsi qu'aux communistes qui ont encore pris un peu plus de temps pour se concerter et savoir s'ils vous rejoindront dès le premier tour? D'abord, on a ensemble dirigé Paris pendant 2 mandatures avec un projet qui a profondément transformé cette ville, qui est un projet de gauche, qui est un projet progressiste et un projet écologiste. Donc je crois que ce que nous avons fait ensemble nous a donné quand même une culture commune. Et d'ailleurs, j'ai eu 2 débats à l'initiative du Parti communiste et du Front de gauche, 2 débats où toute la gauche s'est retrouvée pour parler de logement et pour parler d'emploi public, de services publics. Et on a bien vu justement que ce travail fait ensemble nous permet un dialogue et un respect. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les écologistes, je pense que beaucoup de ce que nous avons fait ensemble, je porte comme eux la question de la biodiversité, je porte comme eux la question d'une évolution dans nos modes de transport public, je porte comme eux la nécessité de reconquérir des surfaces nouvelles d'espaces verts et de laisser la nature se déployer beaucoup plus facilement en ville. Et puis avec nos amis du Parti communiste, je porte avec eux la conviction qu'il faut un service public municipal, que ce service public municipal doit avoir des moyens, doit protéger, qu'il faut une politique sociale. Donc on a vraiment beaucoup de points communs et on se rejoint notamment aussi sur le logement. Corinne, pour prolonger. Et le MoDem est-il pour vous un réservoir de voix, le MoDem de François Bayrou? D'abord, moi, quand je parle aux citoyens, aux Parisiens, dans leur vraiment indépendamment des formations politiques. À un moment donné, il y a une discussion avec les appareils politiques et ça fait partie, je dirais, de l'exercice de construction de listes municipales. Mais moi, je m'adresse aux citoyens. Je dis à tous les électeurs parisiens qui ont envie d'une ville qui continue à progresser, à ne pas se recroqueviller sur elle-même, à ne pas être dans l'opposition des uns en fonction de l'origine des uns et des autres. Je leur dis que bien sûr, les propositions que je fais leur sont aussi, leur correspondent sans aucun doute. En ce qui concerne l'appareil politique, moi j'ai dit, je suis ouverte à toute discussion. Ça sera à Marielle de Sarnez de se positionner. Romain Masneau, RCF. Si vous deviez reconnaître une qualité à Nathalie Kosciusko-Morizet, ce serait laquelle? J'aurais du mal, mais je ne la connais pas, donc voilà, je sèche. Aucune? Non, c'est pas aucune, c'est que je ne la connais pas. Je ne la connais pas, donc voilà, sans doute une envie, une ambition, voilà. Il y a le revers de l'ambition, mais enfin, elle est ambitieuse, ça c'est sûr. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Alors, pas de qualité pour NKM. Vous êtes membre, vous avez été distingué dans l'ordre espagnol d'Isabelle la Catholique. Oui. Qui est la Légion d'honneur espagnole, voilà, disons-le. Qui a fini la Reconquista en chassant les musulmans, qui a aussi chassé les Juifs d'Espagne. Ça fait un peu tâche dans le tableau de la diversité, non ? Non, enfin moi, vous savez, je suis née en Espagne, j'ai la double nationalité. J'ai été très fière quand le roi d'Espagne et à l'époque le président du gouvernement espagnol ont souhaité que je sois distinguée de l'équivalent, effectivement, de la Légion d'honneur française. Alors c'est l'ordre, effectivement, d'Isabelle la Catholique. Je ne suis pas totalement, voilà, comment dire, je ne soutiendrai pas ce qui a été la reconquista. J'assume parfaitement mes origines. Et en plus, vous savez, Hidalgo, ça vient de là aussi. Donc, pour aggraver mon cas,
cas, les hidalgos étaient, en espagnol c'est hijo de algo, fils de bien. C'était des petits paysans qui avaient des terres et qui avaient des chevaux qu'ils ont mis à disposition de cette armée de reconquête. Donc j'aggrave mon cas, mais non, vous savez, je crois qu'il faut assumer l'histoire de chacun. Et en tout cas, j'étais très fière que l'Espagne reconnaisse que j'étais aussi une des leurs, dans laquelle ils avaient eux-mêmes aussi un peu de fierté, qu'ils avaient un peu de fierté à distinguer. Eh bien, merci beaucoup Anne Hidalgo, détentrice de 2 Légions d'honneur, Exactement. françaises et espagnoles. Merci à mes confrères de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Et si vous avez raté le début de l'émission, que vous voulez la retrouver dans son intégralité, allez sur les sites de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Et on se retrouve au mois de septembre, le 5 septembre, pour un nouveau Face aux chrétiens. Bonnes vacances à tous.